Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de votre fidélité. Nous sommes bien sur Radio Fréquence Atlantique, 3 fréquences 88.3, 93.6, 105.9. Des émissions que vous pouvez écouter également sur rfaradio.fr, donc sur le net. Et puis que vous suivez, en tout cas pour la première partie, en direct sur Facebook. Donc une partie internationale et des constructions, une partie sur les informations nationales et enfin la partie qui pour le moment n'est pas encore sur Facebook, interactive. Vous téléphonez au 03 14 03 pour y participer. Donc le format traditionnel de la première partie consiste à présenter deux faits d'actualité internationale qui sont majeurs, avec des commentaires, et une partie déconstruction. Alors en ce qui concerne la partie actualité, nous allons parler d'abord de la grève des paysans indiens qui a pris fin après un an. Et puis la deuxième actualité va concerner la destruction d'un satellite par un missile russe et les conséquences qui en ont découlé. En ce qui concerne la déconstruction, nous allons nous arrêter sur une question qui actuellement est fondamentale, c'est la question de l'unité au sein du peuple. Il s'agira pour nous de déconstruire les idées fausses qu'on a en comprenant les racines des divisions au sein du peuple et surtout l'urgence qu'il y a à surmonter celle-ci. Alors voilà, on va partir sur la question actualité et concernant le mouvement indien. Alors imaginez-vous que depuis un an, des millions de paysans indiens étaient mobilisés contre une loi. Une loi qui avait été votée par le Parlement indien en septembre 2020 et qui changeait totalement la question de la commercialisation des produits. Jusqu'alors, il y avait des lois qui garantissaient aux paysans, en tout cas les plus pauvres, les petits paysans, un prix plancher, un prix minimum au-dessous duquel on ne pouvait pas acheter leurs produits. Ce qui veut dire que c'était une petite garantie financière pour les paysans les plus pauvres. Et la loi donc, de septembre 2020 décidait d'annuler ça et de libéraliser la vente des produits agricoles, la commercialisation, et notamment de mettre tous les produits alimentaires à portée des investissements privés. Donc des grands groupes pouvaient fixer leur loi, leur marge, à quel prix ils achetaient le riz, enfin les produits des paysans pauvres. C'était évidemment livrer ce secteur-là à l'appétit des gros capitalistes et accélérer la ruine des paysans. Il faut rappeler pour l'histoire qu'il y a une quarantaine d'années, on avait popularisé même une cinquantaine d'années, le concept de révolution verte. Alors, tous les médias, bien entendu, tous les gouvernements s'étaient mobilisés pour dire il y a la faim dans le monde, nous avons trouvé la solution, nous allons développer la révolution verte. Donc, il s'agissait de changer le mode d'agriculture des paysans traditionnels pour faire des agricultures extensives et en même temps, comme c'est le cas pour le vaccin pour tout, c'est les multinationales qui avaient commandité cette politique-là auprès des gouvernements. La révolution verte vous disait que des gros capitalistes, parfois l'État même, vous livraient à vous paysans les semences, les produits, et les engrais, les produits phytosanitaires, pour avoir des récoltes massives, et donc avec l'échelle, vous pourriez vendre beaucoup, et donc relancer, et puis nourrir, c'était surtout le grand prétexte, produire suffisamment pour nourrir les populations et vaincre la famine. Le résultat, c'est quoi concrètement? C'est la dépendance de tout le monde paysan à l'égard de quelques multinationales. Premièrement, ces messieurs ont inventé les semences tueuses. Ça veut dire que en laboratoire, on a créé des semences, c'est celles qui seraient vendues
aux paysans qui ne peuvent porter qu'une fois et que vous n'avez pas le droit d'utiliser si ce n'est pas entre les mains de ces producteurs-là que vous avez acheté. Le résultat, ça a été un endettement massif des paysans, la ruine, leurs terrains ont été vendus. Imaginez que depuis qu'a été lancée cette fameuse révolution verte, et il y a 300 000 paysans qui se sont suicidés à cause de l'endettement dans lequel ils se trouvaient. Alors, quand cette loi de septembre 2020 arrive, c'est l'explosion des paysans. Imaginez-vous que la plus grande manifestation qu'il y ait eu en aide depuis les mouvements d'indépendance de 1947 ont commencé à partir de l'adoption de cette loi. 300 000 paysans indiens sont venus de toutes les provinces et de tous les États, parce que c'est un État multinational, et ont convergé pour encercler la capitale et New Delhi et faire des barrages. Il y a eu une manifestation, c'est la plus grande manifestation de l'histoire de l'humanité. 250 millions de paysans se sont mobilisés dans ces manifestations-là. Dans plusieurs États, il y avait des blocages, mais autour de New Delhi, les 300 000 dont nous avons parlé ont installé des camps. Depuis l'année dernière, donc depuis octobre 2020, et évidemment, le gouvernement, c'est le Premier ministre, c'est Narendra Modi, non tout à fait qui lui sied, a essayé toute forme de répression, de provocation. Les gens ont tenu un an de blocage. Et ils ont reçu le soutien des plus grands syndicats de transporteurs qui ont 14 millions d'adhérents et qui avaient commencé à bloquer les axes routiers en soutien aux paysans. C'est le mouvement le plus gigantesque de l'histoire de l'humanité. On a parlé de 250 millions de personnes, toujours mobilisées, et de 300 000 personnes qui encerclent la capitale. Avant de faire d'autres commentaires, le mouvement a fini cette semaine-là. Combien de vous en ont entendu parler dans les médias pendant toute cette année-là? Regardez le temps qui a été consacré aux gens qui menaient la subversion au Venezuela. Regardez le temps qui a été consacré aux opposants de Hong Kong. Les prises de position de gouvernement, les interviews, les combattants de la liberté, les dénonciations de répression. Combien de temps a été consacré par tous ces médias-là pour parler de ce mouvement historique le plus puissant de l'humanité, qui a connu 150 morts. 150 morts, dont des gens qui, dans les campements qui encerclaient la capitale, vivaient dans des conditions très difficiles, à cause du climat, etc., et qui sont morts pour des raisons sanitaires, mais aussi morts de répression. Les gens qui disent, on est en liberté, on a beaucoup de médias, il y a beaucoup de chaînes télévisées, j'ai 1500 chaînes. Mais tout cela appartient au même groupe de multinationales qui ne tient absolument pas à faire connaître un mouvement comme ça, qui va vous dire que des sacrifices d'un an de gens pauvres ont permis de faire reculer un gouvernement d'extrême droite qui gouverne l'Inde. Alors, il y a deux leçons dans cette affaire-là. La résistance est chère aux compatriotes martiniquais et martiniquaises. Il nous faut tenir aussi longtemps qu'il le faut, à l'exemple des pays indiens, pour faire capoter les lois liberticides qu'on veut nous imposer. Donc, c'est la première leçon. Pas la démodant, fais sacrifice, on va gagner parce qu'il s'agit de notre vie. Et puis la deuxième leçon, j'ai déjà parlé de la question des médias, donc il faut se méfier et continuer à
faire de la propagande pour ne pas être discrédité, pour qu'il n'y ait pas de division au sein du peuple. Mais la deuxième leçon la plus importante, hein, c'est que les lois ne sont pas des injonctions de Bible. Les gens qui disent c'est la loi, il faut accepter. Eh bien, c'était la loi qui voulait assassiner ce qu'il restait de paysannerie en Inde. Eh bien, ce n'est plus la loi, parce que la résistance des paysans et de leurs familles, il y avait beaucoup de femmes d'ailleurs qui faisaient des manifestations pour les soutenir. Et eh bien, ces résistances-là ont permis que le gouvernement Modi recule. Ça, c'était la première réformation. Et on dit en passant qu'il s'agit d'une lutte contre l'ultralibéralisme, contre le mode de développement que nous combattons et qui est responsable de toutes les catastrophes climatiques, des famines que nous connaissons. Mais le deuxième thème que je voulais aborder concerne le tir par la Russie, un tir réussi, de missiles qui étaient destinés à détruire un des essentiels satellites. Il y a quelques mois, on avait parlé de ça, les satellites qui sont partout, tous les dangers que ça fait peser. Et on commence à dire, mais comment détruire des satellites? Il y a des gens qui font des essais sur ça. La Russie a fait cet essai. Et l'essai réussi, le satellite a explosé et il y a des milliers de petits morceaux qui se sont répandus dans l'espace. Il est important de voir comment l'ensemble des médias se sont mobilisés pour dénoncer la Russie. Alors, les États-Unis, les premiers, ont dénoncé un acte dangereux et irresponsable. La ministre de la Défense, Florence Parly, au nom de la France, a dit « Les Russes se sont comportés comme des saccageurs de l'espace. Ils ont une responsabilité accablante parce que les débris créés vont mettre en danger des astronautes et des satellites. » Tous les journalistes reprennent cela pour dénoncer les criminels russes. Alors, disons tout net que nous sommes contre ce tir, que nous sommes conscients effectivement des conséquences catastrophiques que cela a engendré et peut engendrer encore. Mais ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est l'hypocrisie, la mauvaise foi des Occidentaux, hein, qui choisissent le moindre élément pour diaboliser les ennemis qu'ils entendent attaquer plus tard, Russie, Chine, Iran, alors qu'eux-mêmes sont dans la même mouvance. On a dit que les États-Unis ont été les premiers à réagir, mais ce sont les premiers, les États-Unis, à avoir détruit un satellite à partir de missiles. C'est eux qui ont fait le premier tir, alors ça se passe en 85, à partir d'un avion, ils avaient détruit un satellite qui était en basse altitude, assez très basse même, et dans ce cas-là, les débris sont retournés, puisque le satellite était à très basse altitude, les débris ne sont pas restés dans l'espace, mais ils sont retombés dans l'atmosphère, et ils ont été détruits. Vous savez, quand les matériaux arrivent, la chaleur fait qu'ils sont détruits. Donc, ce sont les premiers à avoir fait l'essai. Et depuis, il y en a d'autres qui ont fait des essais. La Chine, par exemple, l'Inde, la Chine, et puis on a parlé des États-Unis, et la Russie, ce sont les 4 qui sont capables de faire ça. Alors, on cible sur la Russie, mais c'est un problème global. Alors, il faut dire que la France a une législation qui ne lui permet pas de détruire un satellite et donc de créer des déchets. On pourrait dire, ah, au moins les Français, ils ne font pas ça. Non, mais c'est parce que il y a eu des savants qui ont attiré l'attention sur les dangers fondamentaux qui en naissent, et que la France a dit, bon, il ne faut pas qu'on le fasse parce qu'on risque nous-mêmes de prendre du plomb dans ça. Mais la France est dans ce phénomène-là, puisqu'elle expérimente une autre voie qui est de paralyser les satellites ennemis
à partir de rayons laser. Et donc, ça fait partie de la guerre des étoiles. Tous militaires se prédisposent pour ça. Il faut laisser de côté l'hypocrisie des attaques réciproques entre rivaux pour comprendre le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'il y a actuellement dans l'espace 30 000 objets, 30 000 objets, déchets de plus de 10 cm de diamètre qui circulent. C'est véritablement un genre de, je dis toile d'araignée pour aller vite, mais un genre de pollution totale qui met en danger toutes les communications, tout ce qui se passe dans l'espace. Il y a des choses qu'on entend et puis on ne pèse pas les conséquences. Hein? J'ai parlé de 30 000 déchets identifiés. Il y en a à peu près 20 000 qui sont cartographiés et qui sont suivis par les structures de surveillance de l'armée française, par exemple, pour faire que leurs satellites évitent des collisions. Et chaque année, on dit qu'il y en a 2 ou 3 qui sont évités. Parce que ce qui est grave, c'est qu'une collision d'un petit objet de 10 cm avec un engin spatial, c'est comme si, des savants qui l'ont mesuré, c'est comme si une voiture roulait à 180 km/h et puis butait sur un bureau. C'est de l'ordre de 8 km par seconde qui aurait abouti au choc. Et évidemment, l'engin aurait explosé et créé des dizaines de milliers d'autres objets dangereux. Et il y a un savant, un chercheur du... je n'ai pas ça sous les yeux. Il y a un chercheur qui avait établi, depuis en 1980, je vais essayer de retrouver son nom quand même, donc qui avait établi que depuis 1980, que on allait vers une explosion de satellites, de collision, et que chaque explosion créerait des dizaines de milliers d'autres objets. Ce qui veut dire qu'il serait impossible d'avoir des systèmes d'engins spatiaux qui puissent guider les télécommunications, Internet, etc. Alors, et lui, ce savant, dont je ne retrouve malheureusement pas le nom, oh là là, bon. Voilà, Kessler. Kessler, il s'appelle. Et c'est en 1978, il est ingénieur de la NASA, qui avait dit qu'on pouvait créer un effet domino, et donc l'ensemble de l'espace où il y a les satellites de télécommunication connaîtrait un genre de catastrophe. Vous imaginez ce que ça signifie? Vous imaginez que toutes les communications actuellement, smartphone, Internet, opérations à télédistance, télétravail, etc., tout cela est dépendant du développement exponentiel du nombre de déchets dans l'espace. C'est de l'irresponsabilité. Oui, oui. Le pauvre monsieur qui refuse un vaccin parce qu'il est dangereux, il est irresponsable. Mais ces mêmes dirigeants-là qui imposent leur loi liberticide, soi-disant pour sauver l'humanité, sont entrés, en toute connaissance de cause, on avait déjà parlé de cela pour le changement climatique, de mettre l'espace en danger et avec les conséquences dans toutes sortes de communications qui sont fondamentales aujourd'hui à l'échelle humaine. Donc, ce genre d'informations-là, qui sont dites en passant ou bien instrumentalisées pour critiquer X ou Y, ne sont pas développées comme il se devrait pour que les gens se rendent compte de l'importance de changer de système, de changer de monde, et qu'il y a urgence, quoi. Il n'y a aucun prétexte à trouver pour dire on verra demain. C'est soit on est conscient de ces dangers qui pèsent sur l'humanité, dont nos enfants seront les victimes principales, soit on en est conscient, on lutte,
ou bien on dit, eh bien, tant pis, ça fait quoi, etc. Là, c'est criminel et c'est honteux. Alors, ça va nous amener à parler de déconstruction. Peut-être qu'on va faire une petite respiration musicale avant d'aborder ce thème. Eh bien, on y va. Alors, donc, le thème choisi, c'est d'essayer de déconstruire les idées qu'on se fait sur les divisions au sein du peuple, les causes des divisions au sein du peuple, et pour en voir les racines et surtout comprendre qu'il y a urgence à surmonter ces divisions, justement pour affronter les défis dont nous avons parlé tout à l'heure, catastrophes climatiques, toute autre forme de pollution, pauvreté, etc. Alors, d'abord, souvent, dans notre langage courant, le langage de la plupart des gens, c'est de culpabiliser. Ah, les Martiniquais sont comme ça. Ah, les facteurs sont comme ça. Et, les Blancs sont comme ça. Les Noirs sont comme ça. C'est-à-dire que c'est le langage de la division mais qu'on est toujours dans une bonne position, on est le juste, et puis on voit que les causes des divisions, des mauvais comportements, c'est les autres parce qu'ils sont pas conséquents, ils sont méchants, etc. Mais ça, ce sont des réactions spontanées, empiriques, émotionnelles, comme on veut, qui ne règlent pas le problème, et on voit que les divisions continuent à se développer, à devenir plus graves dans la société. Alors, il nous faut comprendre la nécessité de réfléchir sereinement sur les causes, les racines des divisions, afin d'avoir des attitudes plus constructives. D'abord, les causes sont liées à la nature humaine. Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler dans d'autres émissions. L'homme, l'espèce humaine, telle que nous la connaissons, sort du règne animal. Bien sûr, ça fait des dizaines de milliers d'années, mais les comportements d'agressivité, de protection de soi, de nécessité de survie, expliquaient qu'il y avait des divisions. Et il n'y a pas de question morale à avoir. Ça, c'était la réalité. Quand deux groupes préhistoriques se battent pour contrôler le feu, c'est leur survie. Mais on est en train de sortir du règne animal. Et petit à petit, ce qui fonde la notion d'humanité, c'est qu'on arrive à conceptualiser la nécessité de l'intérêt collectif, de trouver des manières de surmonter les divisions primaires pour avoir un mieux vivre. Donc, c'est petit à petit, entre guillemets, on se civilise. Pas dans le cadre de la civilisation occidentale, mais des civilisations humaines se créent qui gèrent les relations et permettent donc d'attiser un certain nombre de divisions. Mais comme dans les sociétés en général, la production se développe, les classes sociales se forment, il y a des groupes qui ont des intérêts différents, donc qui se divisent entre eux. Hein? Prenons le cas de la société féodale. On a des guerriers qui, au départ, sont là pour protéger l'ensemble du clan, de la tribu, du groupe humain. Mais comme ils sont nécessaires à la défense de tous, on va leur donner des privilèges, ils seront exemptés de certaines corvées, et ils vont devenir une classe à privilèges. Et donc, ça va faire qu'ils vont être amenés à imposer leur domination sur ceux qu'ils étaient supposés protéger. C'est la question des classes qui apparaissent et qui ont des intérêts différents. Donc, ces divisions-là, déjà, viennent casser l'harmonie sociale. Vous voyez bien la différence entre les façons de vivre des sociétés précoloniales, en Afrique, sur le continent appelé américain aujourd'hui. À l'intérieur du groupe, il n'y a pas cette tension-là. Il y a une régulation
qui est valable. Et c'est l'apparition des classes qui fait que des divisions, des contradictions s'installent. Et puis il y a des contradictions économiques entre des éleveurs qui vivent de leurs troupeaux et puis des agriculteurs qui voient les troupeaux des éleveurs venir dévaster leur culture. Il y a des germes de contradictions et des divisions qui se développent. Alors, souvent, les classes dominantes détournent de la compréhension de ces véritables divisions pour mettre des explications idéologiques. Par exemple, quand on parle de conflits entre des éleveurs et des agriculteurs en Afrique, on va parler de guerre ethnique. Ce n'est pas une guerre ethnique. C'est pas une guerre ethnique. Quand il y aura des affrontements entre les Serbes et les Croates, entre les Irlandais et les Anglais, on ne parle pas de guerre ethnique. C'est toujours une façon de diaboliser les peuples africains. Mais pour dire que les dominants vont essayer de dévier sur les questions de religion, par exemple. Et dès qu'on va vous parler de conflits au Moyen-Orient, on va parler de chiites contre les sunnites, etc. Mais ce sont des superstructures, ce sont des choses qui ne sont pas les fondements de la contradiction, parce que à l'origine des divisions entre courants religieux, il y a des divisions entre intérêts économiques, entre combats entre puissances régionales, et la religion sert de prétexte ou de couverture. Mais le vrai problème, c'est qu'il y a des contradictions de classe et il y a des contradictions d'intérêts économiques qui expliquent les divisions sociales. Mais tout cela, qui est lié au développement de l'histoire sociale, a été accéléré parce que des classes dominantes et les impérialistes ont planifié une propagande et des actions pour intensifier les divisions, vous connaissez, diviser pour régner, de façon à asseoir leur domination. Alors, par exemple, l'idéologie bourgeoise qui a fait ses beaux jours d'abord en France, mais dans l'Europe, et puis qui s'est entendu par le monde, a cassé les schémas de, comment dirais-je, de coopération, de communauté d'intérêt entre les peuples, qui est ce qui existait avant la colonisation, mais qui existait aussi avant la révolution bourgeoise en Europe. Ils ont cassé idéologiquement, ils ont remplacé par une autre idéologie qui dit c'est l'individu qui est au centre du monde. L'individu qui doit défendre ses intérêts propres. Et on a parlé à ce moment-là de la compétitivité, des dons que chacun aurait, de la légitimité de faire partie d'une hiérarchie qui admet des dominants, des dominés, etc. Et puis, allez, ça c'est dans toutes les sociétés, mais au niveau international, le colonialisme européen a imposé le suprématisme blanc, le suprématisme occidental, qui fait que à partir de ça, on a pu mettre etc. de division dans les peuples dominés. Vous êtes chapé, plus ou moins noir, plus ou moins blanc, métis, c'est-à-dire que plus ou moins assimilé, même si ce n'est pas une question de vous, mais si vous êtes bien assimilé, vous êtes supérieur, etc. Donc tout cela a eu pour conséquence de détruire la société. Hein? Mais c'est valable entre les peuples, entre les pays, mais c'est valable au sein de leur pays. Quand on pense au regard du parigot sur le provincial, les manuels, les intellectuels, etc., au sein de leur société, c'est un résultat de cette propagande idéologique. Mais ça, c'est dans leur pays. On a parlé du suprématisme, mais au sein même des peuples colonisés, là où on parlait de plans vraiment pensés et dans le but de diviser pour régner, on pense à ce qui s'est fait quand ils ont fait le découpage de l'Afrique. Donc chaque colonialiste
chaque État français et européen colonialiste a pris sa part. Ouais, vous connaissez la fameuse carte, le partage de Berlin, etc. Mais particulièrement les Français. Prenons le cas du génocide du Rwanda. On nous a dit que c'est les Hutus qui massacraient les Tutsis. Ce qui n'était pas tout à fait vrai, c'était les gens du gouvernement qui massacraient autant les Tutsis que les Hutus modérés. Mais pourquoi? Parce que quand les Français sont arrivés dans les zones, ils ont décidé de prendre certains groupes, certaines ethnies, comme ils disaient, comme relais de domination. Alors, effectivement, on a pris beaucoup de Tutsis pour diriger le Rwanda. Et il y avait des Hutus qui étaient méprisés, disqualifiés. Donc, c'est très bien après de dire que c'est une guerre ethnique. Mais en fait, c'est parce que le colon a détaché une partie d'un clan pour s'en faire des relais, alors qu'auparavant, il n'y avait pas ce genre de conflit sur des bases ethniques entre Hutus et Tutsis. Ça n'existait pas. C'est le colon qui a créé ça pour pouvoir dominer. Donc, tout ça déjà doit nous dire que quand on voit la division, il faut dire, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce qui nous explique ce délitement global des sociétés? Et arriver à voir que le comportement des gens que nous condamnons, qui nous font du tort au sein de notre propre population, s'explique par un travail idéologique, par beaucoup d'autres domaines, je vais essayer d'être rapide sur ça, et qu'en fait, il nous faut nous attaquer aux problèmes et aux causes pour pouvoir régler ce problème-là, et non pas diaboliser celui qui a commis le crime, et puis laisser le système continuer à générer de tels événements. Je voudrais attirer votre attention sur une réalité qui existe dans tous les pays, sans exception. Dans tous les pays, aujourd'hui, quelle que soit l'ethnie, je mets entre guillemets, des gens qui y vivent, on a des gangsters issus de la population. Quand un jeune Martiniquais de 18-19 ans va arracher un collier d'une maman, d'une grand-mère qui sort de l'église au Lamentin un dimanche, c'est une contradiction aggravée au sein du peuple. On est fâché, il mérite d'être puni, etc. Mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Pourquoi fait-il cela? Qu'est-ce qui l'a amené à faire cela? Est-ce que c'est un démon qui est en tête lui? Est-ce que c'est les jeunes ont perdu le repère? Ou bien est-ce qu'il y a une explication sociologique au fait qu'une frange de la jeunesse commence à tomber dans ces travers criminels-là? Il y a des sciences qui expliquent cela. Mais on a pris le cas des jeunes gangsters. Mais les policiers qui matraquent, qui envoient du lacrymogène en Martinique, je ne parle pas pour l'instant des étrangers qui viennent, des forces de répression étrangères coloniales. Mais le policier, il vit dans un quartier, il n'est camarade nègre. Maman, il s'en dégraisse. Des fois, il vit sous les 50 pas, etc. Au moment où il reçoit l'ordre et où il envoie les lacrymogènes, les LBD, mais ce sont des Martiniquais. Mais ce sont des aliénés, ce sont des gens qui sont des victimes criminelles, mais des victimes d'un système qui a débiailé l'esprit, qui a cassé les règles de la communauté. Les gardes mobiles qui viennent casser du nègre. Mais depuis qu'ils sont à l'école, on leur apprend que les nègres c'est des barbares et que c'est eux qui portent la civilisation et que ceux qui manifestent c'est des terroristes, des ceux-là. Donc il faut sauver les pauvres autres petits nègres qui ont malheureusement des mauvais nègres qui font des bêtises. C'est une aliénation, une maladie mentale, sans compter qu'eux-mêmes, ayant suivi des parcours qui les ont débiailés, beaucoup, d'ailleurs, de même qu'ils battent le nègre, ils battent leurs femmes dans leur maison, etc. Il faut bien comprendre qu'au-delà de la condamnation de l'acte et de l'individu qui sont absolument indispensables, puisqu'il faut qu'on se protège, il y a un problème global, général. Pensez les armées.
les armées dans tous les pays où il y a des manifestations qui vont réprimer leur propre population, ce sont des gens qui ont vécu dans la pauvreté, des gens issus du peuple. Qu'est-ce qui explique ça? Alors, c'est là qu'il nous faut arriver à comprendre qu'il y a une conséquence du mal-être, mais qu'il y a un travail de sabotage qui a été fait par les classes dominantes pour maintenir cette affaire-là, ces contradictions, et qui est entretenu d'autant plus aujourd'hui qu'on sabote volontairement l'école publique, l'instruction publique. Mais même s'il y avait colonialisme, même s'il y avait suprématisme, même s'il y avait injustice coloniale, il y a une soixantaine d'années, il y avait des leçons de morale qui disaient il ne faut pas voler, il ne faut pas battre son voisin, ne fais pas à l'autre ce que tu m'aimes qu'il te fasse, etc. Il y avait, avec la religion, aime ton prochain comme toi-même, il y avait une hypocrisie idéologique qui faisait que malgré tout le passage à l'acte était plus limité qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que servent les médias? Votre enfant à 3 ans, il regarde des dessins animés. Tous les jours, on lui montre qu'il faut tuer l'autre au laser pour être plus fort. Et on lui enlève l'idée que ce geste-là est fatal. Puisque dans l'épisode suivant, celui qui l'a tué renaît et le combat continue. L'idée de la mort a été lavée. Donc on peut être violent. Et puis il y a la vie, le luxe, les clips qui vous montrent qu'il faut avoir une chaîne pour être un homme. Chaîne en or, il faut secouer ses fesses pour être dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a une culture de violence et de déshumanisation massive qui est faite par ces mêmes médias dont nous avons parlé tout à l'heure, qui sont entre les mains des multinationales, qui fait que ce n'est pas une question de morale pour les gens, c'est leur idéal, c'est leur environnement, et donc violence, division, volonté d'accaparer des biens, etc. Alors, évidemment, cela a un effet boomerang sur la société. Parce qu'il y a la division, il y a les violences interfamiliales entre populations. Mais cette violence-là se retourne aujourd'hui contre le système. C'est l'effet boomerang. Parce que quand vous dites aux gens, il te faut avoir une belle voiture, il te faut avoir de l'eau, il te faut avoir une belle maison, il te faut sortir tous les jours, il te faut acheter un champagne à 200 €, etc. Et qu'il est au chômage. Et que de plus en plus, on enlève les indemnités de chômage. Mais qu'est-ce qu'il va faire puisqu'il n'a pas d'instruction, il n'a pas de valeur morale? Il va sombrer dans la délinquance, il va se droguer, il va s'alcooliser. Donc le peu de conscience qu'il pouvait lui rester est éthéré. Et il va attaquer la bijouterie à l'occasion d'une révolte. Il va attaquer la mémé qui sort de l'église. Il va attaquer un jeune qui a un smartphone dans la main. Mais c'est de la maladie mentale. Alors si on se contente de dire « Ah, c'est des voyous, il faut la répression, etc. » ça va continuer. On va se plaindre. On va se méfier de tous ceux qui sont autour de nous, mais ça va continuer parce que les racines ne sont pas la méchanceté de la personne. Les racines, ce sont ces maladies sociales qui sont volontairement inoculées par les classes dominantes. Alors, chez nous, c'est encore plus grave. Parce que tout ce que j'ai dit là concerne l'ensemble de l'humanité. Mais nous avons eu l'occasion de développer ce que nous appelons le syndrome de Lynch. Si en cours de matinée nous avons le temps, nous allons essayer de repasser ces explications pendant la partie interactive. Mais il y a une maladie qui nous frappe dans notre société, qui a été inoculée, la division et l'autodénigrement, on va en reparler tout à l'heure, qui fait que les gens sont en détresse psychologique. Les gens ont intégré un machisme exacerbé. Le machisme existe partout, mais certaines féministes refusent cet argument-là, mais je crois qu'il est sociologique. Une société qui a été fondée sur le fait que le maître
cassaient les ménages, avaient le droit de cuissage, prenaient les enfants, tout ça, ça ne peut pas ne pas laisser de traces psychologiques dans une société. Ça ne peut pas ne pas induire des comportements. Et il faut en être conscient pour dire, oui, on est d'accord pour dire que ce n'est pas bien, qu'il faut lutter, qu'il faut punir les acteurs de crime, mais il nous faut tenir compte de cet élément-là pour remodeler, pour restaurer l'humanité de ceux qui pratiquent ces excès-là. Et je tiens à signaler que, par exemple, les pays où il y a le moins de drames de cette nature, ce sont les pays qui ont pu se libérer et qui ont reconstruit l'unité nationale. Je parle du Vietnam, par exemple, qui est arrivé à faire une grosse cohésion nationale pour écraser les colonialistes français, puis les Américains, hein? Et donc qui a conservé ses valeurs, restructuré. Il y a bien sûr des problèmes, l'être humain c'est l'être humain. Mais globalement, l'échelle est nettement moins inférieure, ou Cuba, dès la révolution arrivée au pouvoir, qui a systématisé l'éducation, l'alphabétisation, la lutte contre le machisme, etc. Ça existe toujours. Nom c'est nom, femme c'est femme, l'être humain c'est l'être humain. Mais à une échelle nettement inférieure par rapport aux sociétés où les multinationales ont la même mise et les possibilités de faire régner leur propagande. Donc, il est important pour nous, tout ce développement que j'ai fait d'abord, de comprendre que l'impérialisme, le pouvoir colonial, les multinationales ne peuvent dominer que par la division qu'ils instillent au sein du peuple. Et inversement, qu'il ne sera jamais possible d'éradiquer ces systèmes-là si on n'a pas reconstruit la cohésion au sein du peuple. Si on n'a même pas une lutte fondamentale pour remédier à ces maladies-là, restaurer la cohésion de la majorité du peuple. Évidemment, il y aura toujours des gens qui ne vont pas être soignables immédiatement, mais faisons en sorte qu'ils soient la minorité. Il y a urgence, je le disais en titre, pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, prenons conscience que l'impérialisme français, le colonialisme français, joue sa survie. On a dit qu'il est plus ou moins marginalisé en Asie. Et là, le point d'appui principal qu'ils avaient, la Nouvelle-Calédonie, est en train de leur échapper. On voit ce qu'il faut essayer de faire, de truquer le référendum d'autodétermination, et il faut s'attendre à ce que ça chauffe. Et au bout du compte, les Français vont prendre du plomb là. Sur le continent africain, hier encore, avant-hier au Burkina Faso, des milliers de Burkinabés ont bloqué des convois militaires français pour leur dire allez chez vous. Au Sénégal, des pluies de roches ont caillassé des soldats français. Ils sont en train de perdre pied en Afrique. Alors les rares colonies où ils ont une domination directe parce qu'ils ont échappé à la décolonisation, eh bien, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, on a parlé de Nouvelle-Calédonie, ils n'ont pas qu'à admettre que nous sortis. Ils n'ont qu'à sortir. Mais ils vont faire le tout pour le tout. Voyez ce qui se fait en Guadeloupe. On a envoyé 200 gendarmes en renfort. Conseil de ministres, conseil de crise, on décide d'envoyer le GIGN et le RAID en renfort. Mais ça ne va pas permettre de museler la Guadeloupe. Malgré les menaces du préfet guadeloupéen qui dit, rappelez-vous ce qui s'est passé quand on a essayé, il faisait allusion à mai 67, mais ils ne vont pas arriver. Ce qui se passe en Martinique ou en Guyane confirme que les peuples ont pris conscience. Il y a des gens, paix à leur âme, qui continuent à croire que maman la France est gentille. Bon, qu'ils sont français. Si c'est au sein du peuple, ce n'est pas nos ennemis. Ce n'est pas de leur faute, c'est comme ça qu'ils ont grandi. Il y a un moment où ils comprendront.
Et d'ailleurs, on voit que beaucoup de gens qui étaient assimilationnistes, départementalistes, aujourd'hui, dans le contexte actuel, ont commencé à prendre position pour le droit du peuple martiniquais à diriger de ses affaires. Ça, c'est clair, c'est net. Les conditions idéologiques, culturelles, la découverte des crimes de l'armée française cachés pendant des décennies, eh bien, ça ne tient plus. Tout le monde sait, ça circule. Ils ne pourront pas faire ça. Mais quand on a dit qu'ils ne pourront pas gagner, qu'on va lutter, ça ne veut pas dire forcément qu'on va déboucher sur une alternative crédible si justement le peuple n'est pas uni et s'il n'a pas une vision commune de ce qui pourrait nous amener l'harmonie et la sérénité, un développement équitable, réhumanisé. Et si on n'a pas l'unité et la convergence de vue, on peut chasser les Français. On aura des pertes et des victoires. Mais le problème de fond reste qu'il nous faut réhumaniser la société. Nous avons dit, en tout cas notre organisation, depuis sa création en 80, a un mot d'ordre. Tout peuple assemblé nous fait un pays neuf. Il est plus d'actualité que jamais. Parce que nous avons l'occasion de battre le pouvoir colonial aujourd'hui. Il y a à cela une condition, c'est justement que nous consolidions notre unité et notre cohésion. Alors pour cela, première attitude qui concerne chacun et chacune d'entre nous, en nous tirant en tête nous. Il nous faut nous départir de la posture de juge. Depuis on fait un bagaille, on donne son verdict. Il est bon, il n'est pas bon, il méritait, etc. Il nous faut nous départir de la posture de juge pour savoir dire quel est le phénomène social qui explique qu'on ait de tels comportements et que devons-nous faire pour que ces comportements-là disparaissent. Mais il nous faut nous départir aussi d'une idée occidentale, c'est celle du bien et du mal. Vous savez, la civilisation chrétienne occidentale n'a rien à voir avec les débuts de la chrétienté, de la Bible, etc. Les premiers chrétiens étaient persécutés. Les premiers chrétiens parlaient d'amour, de pardon. Les premiers chrétiens parlaient de charité chrétienne. Toutes les formules, si on te gifle, tu t'en la joue gauche. C'était un monde tout à fait différent. Mais quand les Européens, les colonialistes européens se sont emparés de la religion chrétienne pour justifier leur domination sur le reste du monde, ils en ont changé le sens, la portée, les objectifs. Et ceux qui, dans le temps précédent cette colonisation, ne parlaient pas de bien et de mal. On parlait d'influence satanique, on avait des explications religieuses. Ils ont tout remplacé. C'est l'individu qui est le centre du monde. Et tout ce qui se fait, c'est l'individu qui est responsable. Que ce soit bien ou que ce soit mal. Alors, ils ont formaté les esprits pour que tout ce qu'on regarde, c'est bien ou mal. Bien ou mal. Mais souvent, ça n'est pas aussi simple dans la réalité. Celui qui est alcoolisé, qui est ivre, qui est devenu ivrogne parce qu'il a été licencié injustement de son travail, parce qu'il n'a pas été indemnisé par son patron, et qui n'a plus de conscience parce qu'il est éthéré par l'alcool, et qui, dans une bagarre, poignarde quelqu'un. Oui, il faut le condamner. Oui, c'est criminel. Oui, il faut protéger la victime. Mais est-ce qu'on peut le mettre sur le même plan que le Robocop qui vient en Martinique pour défendre l'État français, qui tire un LBD sur la bouche d'un jeune Martiniquais qui est en face de lui, qui ne fait rien, qui agresse une jeune militante, surtout qu'on sait que ce même bonhomme a détourné de l'argent en France et qu'on l'a envoyé ici après, et puis que ce monsieur-là tirerait une balle pour tuer quelqu'un ici. Est-ce qu'on peut mettre ces deux criminels-là sur le même plan? Non, il faut analyser. Ce n'est pas une question de bien et de mal, c'est une question de qu'est-ce qui motive la personne.
quel est son état de conscience et de responsabilité d'ailleurs. Cela existe dans la loi française, et d'analyser la responsabilité, mais c'est tellement peu pensé. Alors, dans ces conditions-là, il nous faut comprendre qu'il faut dépasser les réactions émotionnelles, se défaire de toute forme d'aliénation, penser avec l'esprit et les grilles de l'autre pour analyser avec justesse toutes les situations, que ce soit des choses qui concernent des conflits individuels que nous avons avec notre voisin, notre épouse, notre mari, etc., ou que ce soit les faits généraux de la société, des jeunes qui font des casses, etc. Il n'est pas la question de morale, il est question d'analyser des choses scientifiquement. Et il existe des travaux scientifiques en matière de psychologie, en matière de psychiatrie, en matière de sociologie, qui nous permettent de voir scientifiquement les causes et les moyens de guérir ou d'empêcher que ce genre de situation ne se renouvelle là. Alors évidemment, on est dans une phase de transition. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faille pas réprimer des gens qui attentent à la vie ou bien des uns et des autres. Mais tout en le faisant, il faut voir les causes profondes et préparer, disons, les bases de la construction d'une société alternative que nous souhaitons. Alors, c'est déjà le premier point, dépasser les réactions émotionnelles. Le deuxième, c'est adopter dans la pratique des comportements individuels ou collectifs dans nos organisations, dans nos rapports sociaux, pour toujours, comment dirais-je, désamorcer les conflits superficiels. Toujours désamorcer les conflits superficiels et toujours faire part d'une alternative qui puisse les résoudre et prôner la question de la cohésion nationale. Maman et Gassa qui arrive nous. Maman et Gassa qui a menacé nous. Maman, ce n'est pas l'air pour nous faire djin-djin. Surmontons les contradictions superficielles. Il nous faut absolument, dans notre langage, on le verra avec l'exposé sur le syndrome de Lynch, c'est fonctionnaire. Gars fonctionnaire qui a fait travailler bien. Quand nous, yish moins fonctionnaire dans l'hôpital public, yish moins fonctionnaire qui a fait l'école, mais c'est fonctionnaire. On oublie le rapport économique, on oublie tous ceux qui se sacrifient, et puis joua ou tomber en postier, malheureusement, il finit fermer, yish li la jol parce qu'il était drogué, et puis il fait un cas. Maintenant, Brice veut au mal, il dit en parole dépassée, ce qu'il faudrait éviter, bien sûr. Ah, les fonctionnaires, les jeunes, les femmes, les hommes, les chauffeurs de taxi, les entrepreneurs, mais c'est toujours nous. C'est toujours le peuple là que nous avons dénigrer, c'est toujours nous-mêmes que nous avons détruit. Alors, ça, c'est le comportement qui nous appartient à chacun. Mais imaginez les responsables politiques qui défendent la cause de la libération nationale, la nécessité de lutter contre le pouvoir colonial. Imaginez leur responsabilité dans le contexte actuel. Ce dont je voudrais persuader chacun, c'est que ce qui était une erreur d'analyse compréhensible hier, aujourd'hui ce n'est plus le cas. C'est une faute stratégique. C'est une faute stratégique dans le contexte actuel. Nous ne pouvons rien, nous ne devons rien faire qui puisse alimenter quelque division que ce soit au sein du peuple. Si nous avons en ligne de mire la construction d'une société alternative, tous ceux qui entendent se battre pour la souveraineté, pour l'émancipation de notre peuple, doivent comprendre que nous sommes dans une phase décisive. Continuer à faire le jeu de l'ennemi en alimentant les divisions, les contradictions superficielles, les compétitions malsaines, les querelles d'ego ou de chapelles de groupuscules, pour des mauvaises raisons. On a le choix entre cela et puis s'engager résolument dans la cohésion nationale, dans la consolidation de l'unité,
dans le rassemblement des forces, de toutes les forces, dans la bataille décisive qui se joue aujourd'hui contre la domination coloniale. Et c'est là, d'après l'attitude de chacun et de chacun, que se précisera la ligne de démarcation entre les camps ennemis. Et je veux terminer avec un appel particulier aux élus, aux gens qui représentent des classes sociales en Martinique. Ces gens-là sont en ligne de mire et leurs paroles influent grandement sur la société, dans un bon sens ou dans un mauvais sens. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de faire des déclarations à l'emporte-pièce. On doit se remettre en question sur les questions d'aliénation et de choix de son camp dans la lutte d'émancipation du peuple martiniquais. Il est à noter qu'il y a une forme de cette élite qui réagit au quart de tour chaque fois qu'il s'agit de condamner quelque chose venant du peuple. Des jeunes renversent des statuts de l'ordre colonial, puis de communiquer pour parler de vandalisme, de respect de l'histoire, fût-ce de respect de statuts de massacreurs de notre peuple. Des gens pillent une bijouterie, on dénonce les vandales. Ces mêmes personnes-là ne dénoncent pas les crimes que commettent les forces de l'ordre en tirant une LBD sur le visage de jeunes Martiniquais qui n'a rien fait et qui jusqu'à présent est poursuivi. Ces mêmes personnes-là ne font pas un communiqué pour dire qu'aujourd'hui, il y a 3 Martiniquais, 3 jeunes militants en prison à Ducos, 4, qui ont été arbitrairement arrêtés. Près de l'aéroport, il y a un groupe de 40 personnes qui n'envoient pas de roche, qui ne jouit pas. On prend 3. Comme par hasard, 3 qu'on avait déjà mis en sursis. Et puis on les met en prison. Tous ceux qui ont fait des communiqués pour condamner les jeunes, le vandalisme d'une bouteille de rhum cassée, ont-ils déjà fait un communiqué? Pourquoi ne le font-ils pas? Pourquoi ne dénoncent-ils pas, par voie de communiqué, le crime qui consiste à menacer des gens, pas menacer puisque c'est déjà en cours, à jeter des gens, des infirmiers, des pompiers, des gens qui servent leur pays, qui n'ont jamais fauté, parce qu'ils refusent le vaccin? On accepte qu'on mette des gens à la rue et leurs familles dans la misère parce qu'ils ne prennent pas le vaccin. Zot qui fait vaccin et communiquer pour dire oui, le vaccin c'est une bonne chose. Qu'est-ce qui vous empêche de faire un communiqué pour dire le vaccin c'est une bonne chose, mais nous condamnons le fait qu'on prive de paix des Martiniquais, nous condamnons le fait qu'on en profite pour faire un génocide par substitution en offrant avantages et postes à ceux qui viennent prendre la place des gens qui sont éjectés. Donc, ceci pour dire que les gens qui ont droit de citer, les gens qui voient leurs paroles répercutées par les médias, aujourd'hui, ils sont devant le choix qu'on a dit tout à l'heure. Soit ils font la politique de l'autruche sur le plan du colonialisme français, qu'ils continuent à prendre des communiqués pour attaquer ce qui peut être anormal dans la société martiniquaise, soit ils prennent des communiqués pour défendre les intérêts et expliquer. Parce que il ne s'agit pas de prendre un communiqué pour dire c'est bravo, vous avez cassé une bijouterie ou brûlé des motos. Il ne s'agit pas de faire ça. Il s'agit de dire pourquoi cela se fait. Pourquoi cette jeunesse-là est poussée à ces extrêmes-là? Nous n'acceptons pas l'idée que des innocents soient victimes de violences, mais nous disons qu'il faut changer la société. D'ailleurs, il me semble qu'un député guadeloupéen, d'ailleurs qui est en marche, a fait une intervention concernant la Guadeloupe pour dire vous n'écoutez pas la souffrance du peuple guadeloupéen. Il faut écouter ce qui se passe là. Eh bien, c'est ce choix-là que nos représentants et nos cadres politiques ont à faire aujourd'hui, en tout cas pour notre part.
nous appelons tous les Martiniquais, toutes les Martiniquaises, mais aussi tous les étrangers de bonne foi humanistes qui vivent en Martinique pour dire que cette unité-là vous concerne aussi. Il nous faut faire bloc contre les plans du pouvoir colonial. Il nous faut faire bloc contre des mesures liberticides qui concernent le monde entier pour servir des intérêts multinationaux. Alors, nous reprenons notre mot d'ordre, toutes les places assemblées, nous qui faisons un pays neuf. Merci de votre attention.